Premier agri-pitch dédié aux capteurs et aux objets connectés pour les productions végétales. L'ESA a choisi en fait d'organiser ce premier rendez-vous de l'agriculture connectée parce que c'est une école qui s'intéresse notamment aux différentes formes d'agriculture, puisque l'ESA c'est l'école supérieure d'agriculture avec un S, donc des agricultures. Donc on a choisi de s'intéresser au numérique, notamment par rapport aux mutations que ce type d'innovation vont engendrer dans le secteur agricole pour les différentes filières. Et finalement, ce qui nous concerne là, ici plus spécifiquement pour les productions végétales. Donc je me présente, je suis Guillaume Pivin, enseignant-chercheur en agronomie et responsable du département agronomie et écologie. Donc en tant qu'enseignant à l'ESA, notre devoir ou notre mission, finalement, c'est d'intéresser les étudiants, de les ouvrir finalement aux différentes formes d'agriculture. Et d'être toujours finalement en veille sur les évolutions actuelles et à venir en fait en ce qui concerne l'évolution du monde agricole. Alors vous n'êtes pas sans savoir, notamment dans le domaine des productions végétales, mais c'est pas les seules filières qui sont concernées, que finalement les agriculteurs, mais aussi les conseillers, les différents acteurs des filières sont de plus en plus confrontés finalement à une gestion d'informations complexes. Informations de type technique, économique et environnementale. Et finalement, dans ce cadre, le numérique finalement peut apporter un support, peut apporter finalement une aide à la prise de décision, qu'elle soit d'ordre stratégique à l'échelle de l'exploitation, d'ordre tactique à l'échelle des parcelles, donc pour le pilotage des systèmes de culture et des systèmes d'exploitation. Donc il y a énormément d'innovations, que ce soit dans l'aide à la décision pour les agriculteurs, mais également sur l'opérationnel, directement sur le terrain d'intervention. Donc c'est pour ça que dans le cadre de cet agri-pitch, on va vous présenter en fait 3 startups, dont 2 en fait qui sont plus en lien avec l'aide à la prise de décision de l'agriculteur d'un point de vue opérationnel, donc avec des capteurs et des outils d'analyse associés. Qui vont faciliter la prise de décision de l'agriculteur sur ses interventions au champ. Donc on en a 2 qui sont concernés par ce point. Donc Winat. Winat en fait est une société, une start-up qui développe des innovations, des capteurs. Ça sera plus précisé après. Donc des capteurs au champ qui sont à positionner directement au champ et qui va donner en fait des informations, notamment des données climatiques, des données pédologiques et qui vont faciliter finalement la prise de décision d'intervention au champ pour l'agriculteur. Deuxième start-up toujours dans ce cadre-là, c'est Airinov. Airinov est une société qui conseille les agriculteurs en se basant sur une analyse cartographique agronomique des parcelles et qui facilite notamment la fertilisation, dans le cadre en fait, d'une agriculture de précision. Et ensuite, troisième start-up à intervenir, alors elle c'est plus en lien avec les interventions au champ, c'est Naio Technologies, qui développe en fait des innovations, des robots électriques autonomes notamment, qui vont permettre notamment d'aider à la récolte ou notamment sur les désherbages mécaniques, actuellement un peu plus liés aux cultures légumières, mais on verra qu'il y a aussi du développement. J'arrête moi mon speech parce que c'est pas l'intérêt. Et donc je vais laisser la parole à nos différents intervenants qui vont se présenter et qui vont ensuite développer leurs propos. Donc la première, Winat. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexis Lewal et je suis en charge du marketing et des ventes à distance chez Winat. Donc chez Winat, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et on fabrique des capteurs connectés et sans fil qui sont destinés aux agriculteurs. On conçoit à la fois la partie hardware, donc les produits physiques, et on les fabrique nous-mêmes. On fabrique en France en l'occurrence. Et on conçoit aussi et on développe nous-mêmes la partie web. On maîtrise, je dirais, toute la chaîne de valeur dans notre société, de la conception au déploiement de nos produits chez les agriculteurs. Donc l'objectif, c'est, pour être un petit peu plus concret, on fabrique ce type de capteurs-là. Ce sont des capteurs qui se plantent dans le champ
de l'agriculteur. Donc l'agriculteur reçoit son capteur comme ceci, sous cette forme-là. Il n'y a pas plus de matériel associé à ce capteur. Et ensuite, simplement, il le plante à l'endroit où il veut suivre ces informations. Et ensuite, le capteur est autonome, connecté et sans fil. Et il va mesurer un certain nombre de mesures au cours du temps, toute la journée, 24 heures sur 24 en continu. Et il va transmettre l'ensemble de ces mesures à distance, en autonomie. Et donc ensuite, l'agriculteur pourra consulter l'évolution de ces mesures et ces mesures en temps réel sur notre site web via son smartphone, son ordinateur dans son salon ou quel que soit l'endroit où il se situe. Donc si c'est pas clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions pour en savoir plus. Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble. C'est autonome, connecté et sans fil. Ça marche pendant plusieurs années sans intervention particulière. C'est volontairement extrêmement simple, il n'y a pas d'interface sur le produit, donc il n'y a rien à configurer, il ne faut pas l'allumer, il ne faut pas l'éteindre, c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de focaliser un petit peu plus sur les objets connectés en appui aux productions végétales, donc c'est vraiment nous ce qu'on fait. La solution qu'on propose aux agriculteurs, donc on appelle ça un OAD, un outil d'aide à la décision. Notre objectif, c'est d'aider l'agriculteur dans sa prise de décision. Donc on ne veut pas le remplacer dans sa prise de décision, on ne veut pas prendre la décision à sa place, on veut simplement lui donner plus d'informations, de meilleures informations, au bon moment et avec précision, pour l'aider à prendre de meilleures décisions et à mieux gérer son exploitation. C'est vraiment notre objectif. Donc aujourd'hui, je propose simplement de focaliser sur un cas d'usage chez nous, donc l'irrigation en l'occurrence, et l'irrigation en l'occurrence sur la pomme de terre. Donc pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir donc, que la pomme de terre, il y a certains agriculteurs qui sont irrigants et qui ont besoin donc, de l'irriguer. Et nous, justement, notre capteur, disposé sur un champ de pommes de terre, va permettre à l'agriculteur de suivre vraiment la teneur en eau qu'il a dans son sol et donc ensuite de prendre des décisions au bon moment par rapport à son irrigation. Donc, quelles sont les valeurs ajoutées pour l'agriculteur dans la mise en œuvre de notre solution dans le cas de figure de la pomme de terre ? Ce sont des économies en eau. Vous l'imaginez bien, donc on peut économiser par exemple un tour d'eau, voire plus, en énergie aussi, puisque ça coûte cher aussi de pomper l'eau, d'irriguer, et puis des économies d'intervention, puisqu'il va peut-être éviter d'intervenir à des moments qui n'auraient pas été en réalité nécessaires. Donc on a vraiment des économies induites qui sont directes, et l'agriculteur je dirais, trouve tout de suite son équilibre avec la solution déployée chez lui. Donc, voilà, vous l'avez compris, donc un exemple avec un agriculteur de pommes de terre. Donc, à la fois, c'est une solution qui permet de les aider à prendre de bonnes décisions. Et nous, notre objectif, c'est aussi de faire gagner du temps aux agriculteurs, parce que vous le savez, les agriculteurs, ils doivent faire beaucoup de choses par eux-mêmes. C'est aussi des entrepreneurs qui doivent tout gérer, à la fois leur exploitation et aussi l'ensemble, ils doivent gérer de l'administratif, etc. Donc nous, notre objectif, en leur fournissant un meilleur outil d'aide à la décision, c'est aussi de leur faire économiser du temps pour pouvoir profiter de la vie. Donc j'ai fait une petite blague, donc là je focalise sur les pommes de terre, et effectivement derrière, on ne voit pas, mais c'est écrit « bon vivant » aussi. Le but, c'est aussi d'offrir plus de temps aux agriculteurs pour profiter de la vie. Donc le cas de figure forcément de la pomme de terre focalise sur les agriculteurs de pommes de terre irrigants à qui on offre notre solution. Donc comment ça marche ? Donc nos produits en fait prennent les mesures, comme je disais tout à l'heure, en continu, 24 heures sur 24, en permanence, donc jour, nuit, week-end y compris, quel que soit le temps, qu'il fasse beau ou qu'il y ait une tempête. Ils prennent leurs mesures. Nous, on les récupère donc à distance, ces mesures, et ensuite on va les analyser, les traiter et essayer de les retranscrire de la meilleure façon possible à nos utilisateurs agriculteurs.
Donc on va intégrer des modèles de données en fait, sur ces données brutes qu'on récupère pour pouvoir les afficher et les retranscrire de la meilleure façon possible, de façon à ce que justement l'utilisateur final, l'agriculteur, puisse vraiment prendre des décisions à partir de ces données. Puisque si on lui retranscrit de façon assez brute nos données, les données qui sont récoltées sur le terrain, ce ne sera pas toujours facile de les interpréter correctement et derrière de prendre des décisions ou d'agir en conséquence. Donc on va vraiment rajouter une partie avec des modèles mathématiques et des modèles agronomiques sur nos données brutes. Pour ça, on travaille notamment avec l'INRIA, avec l'ISA à Lille, avec Arvalis, et on aimerait bien d'ailleurs travailler avec l'ESA, se rapprocher un peu plus de l'ESA, pour envisager ce qu'on peut faire justement dans l'intégration de modèles plus scientifiques pour aller toujours plus vers de la donnée intelligible pour l'utilisateur. Donc comment ça marche donc, comme vous l'avez vu, là, on a des capteurs sur le terrain qui sont exactement comme celui-ci. Donc là, ils sont disposés sur un champ, et puis ils prennent leurs mesures, et ensuite ils transmettent l'information par leur antenne via des réseaux basse fréquence. Et nous, on récupère ces informations à distance, et puis on les intègre simplement sur notre plateforme. Et ensuite, l'utilisateur agriculteur, donc là on voit un exemple d'un agriculteur qui est connecté sur notre plateforme, il va retrouver ici sur son ordinateur ces données, donc il va voir l'évolution graphique dans le temps de ces données, et puis les différentes informations en temps réel qui correspondent à ces capteurs, avec aussi la géolocalisation de son capteur. Donc tous nos capteurs sont géolocalisés, donc ils ont un GPS à l'intérieur, afin de pouvoir vraiment associer la mesure à un point géolocalisé précis. Voilà pour ma part. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler assez rapidement. C'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est de l'imagerie, donc ça permet d'avoir un support de présentation qui est assez intuitif pour vous parler de ce que l'on fait. Et en gros, je vais vous montrer des images pour être clair et puis vous expliquer comment on les acquiert, à quoi elles servent et comment on les rend totalement utiles aux agriculteurs pour lesquels on vient les acquérir. Donc Airinov, je vous raconte également une petite histoire pour commencer, celle de l'émergence d'une start-up un petit peu singulière, parce qu'on a commencé à faire du drone dans une ferme du sud-ouest, celle de mes parents en 2010, où on avait eu l'idée avec mes deux associés que ce genre de vecteur aérien, qui allait avoir une capacité de couverture de plusieurs dizaines d'hectares par vol et par heure, allait certainement pouvoir converger avec l'agriculture de précision, les besoins qu'on commençait à voir émerger avec le satellite. Et on s'est très vite aperçu que le drone n'allait pas être grand-chose dans l'application qu'il aurait en agriculture, mais que tout allait se passer dans le capteur et dans l'expertise sur les images que les capteurs allaient acquérir. Donc on a développé un capteur. Donc là, à cette époque-là, on est vraiment une boîte très artisanale où tout est fait maison par une bande de trois jeunes un petit peu en recherche à la fois des orientations technologiques et des orientations de marché qui allaient naître avec elles. Donc c'est très intéressant quand on est fils d'agriculteur et qu'on n'a pas fait de formation comme celle de l'ESA, de découvrir un peu en marchant la manière dont on va se positionner. Donc la nouvelle technologie qu'on est en train de voir naître va pouvoir s'insérer dans le parc. Alors je vous rassure, on s'entoure vite de gens sérieux, donc de gens de l'ESA en l'occurrence. C'est un de mes deux premiers salariés était issu de chez vous. La première était un docteur en télédétection. Parce que quand on a des roboticiens, des électroniciens et un fils d'agriculteur, pour faire de l'agriculture de précision, il manque quand même un peu un lien agronomique avec le terrain. Donc on commence à ce moment-là à avoir un drone qui fonctionne, un capteur qui fonctionne et des personnes compétentes pour le faire vivre et traduire les données qu'il acquiert sur les cultures en données finales d'application. Donc là, à ce moment-là, ça s'accélère un petit peu. On sort de la grange et puis on va faire les premiers vols sur plusieurs milliers d'hectares pour faire les preuves de concept. On grossit l'équipe et là, on passe à une phase plus industrielle. Aujourd'hui, ce que l'on représente, c'est une structure alors c'est 35 salariés aujourd'hui parce qu'on a les premiers représentants internationaux. Et vous voyez que le capteur de l'époque est devenu un produit final assez abouti, industrialisé, qu'on met dans des ailes volantes qu'on ne fabrique plus nous-mêmes,
Parce que ce qu'on apprend quand on commence à découvrir pas à pas toute une chaîne d'expertise, c'est qu'on ne va pas pouvoir être expert de tout et qu'à un moment, il va falloir se focaliser sur ce dans quoi on a la meilleure différenciation et la plus grande singularité. Donc pour nous, ben voilà, c'est aujourd'hui vraiment le capteur et ce que je vais vous présenter, l'expertise technique du capteur et l'expertise terrain de la manière de placer des drones sur les exploitations agricoles dans un territoire. Donc d'un point de vue technique, ça se base déjà simplement sur le matériel. Vous avez cette aile volante qui est assez révolutionnaire, qui est un outil vraiment très robuste, malgré sa très grande légèreté, ça fait 700 grammes. Ça vole à 60 km/h, ça a une très grande finesse, donc ça peut accepter quand même beaucoup de contraintes de vent. Ça a beaucoup d'autonomie du fait que c'est extrêmement léger, et puis ça se promène assez facilement à droite à gauche pour pouvoir décoller, atterrir de manière très libre. Le capteur, on va se concentrer un peu dessus parce que c'est vraiment un gros point d'expertise également de notre développement, quelque chose qu'on a breveté grâce aux commentaires que l'INRA nous ont fait en 2011 quand on est venu les voir. Et aujourd'hui, ce capteur, on le vend également dans d'autres pays du monde avec nos partenaires industriels qui produisent le drone et nos investisseurs qui sont un groupe français d'électronique qui s'appelle Parrot, que vous connaissez sans doute pour le drone grand public. Voilà ce qu'ils ont comme type d'outil dans les activités professionnelles. Au début, c'est un drone de géomètre et de topographe. Donc c'est vraiment fait pour être pris en main par des personnes incompétentes en aéronautique, ce qui est notoirement le cas en agriculture quand on est agriculteur ou entrepreneur agricole. Et c'est pour ça que ça nous allait bien. Parce que la première fois que j'ai commencé à former à nos vieux outils ici, des chercheurs de l'INRA qui souhaitaient s'équiper, j'ai compris après les premiers atterrissages manuels qu'il allait vraiment falloir un outil très automatique et très sûr. Sans leur faire offense, ils ont bien d'autres qualités que de savoir piloter un avion. Alors, le principe fondamental de ce qu'on fait, c'est de la télédétection. Donc je ne vous apprends pas la racine étymologique de ce mot, ça permet de traduire les informations physiologiques de la plante à distance par l'observation optique de leur expression colorimétrique. Donc on va les regarder de la couleur à une résolution, c'est-à-dire à des pixels de l'ordre de 5 cm jusqu'à 1 mètre en fonction des applications. Ça vient remplacer des prélèvements localisés ou des systèmes d'échantillonnage. Ça ne les remplace pas tous, je ne viens pas remettre en question ce qui vient de vous être présenté, loin de là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques expressions physiologiques qui sont extrêmement variables et donc qui peuvent nécessiter d'être représentées de manière extrêmement fine et spatiale. Donc c'est ce qu'on fait, on vient étendre, ce qui finalement se fait très bien par des pesées manuelles ou par des estimations à base de capteurs sur les feuilles des plantes. On vient le faire en représentant vraiment toutes les nuances et toute la finesse de la variation de cet indicateur au sein de la parcelle. Comment on le fait et qu'est-ce qu'on vient regarder? Précisément, ce qu'on vient regarder, c'est très souvent lié à l'expression chlorophyllienne de la plante pour connaître son niveau de vitalité, son niveau de richesse en azote. Il faut savoir qu'une plante rayonne 10 fois plus intensément dans l'infrarouge que dans le vert. Donc on voit bien que dans le vert, il se passe quelque chose, dans le rouge également, mais c'est dans l'infrarouge qu'il y a clairement la plus grande précision dans l'expression de la richesse en chlorophylle et donc en azote selon les plantes. De la culture. Donc on vient regarder avec 2 de nos longueurs d'onde ici ce qui se passe et quelle subtilité d'expression on va avoir au niveau invisible à nos yeux de la plante. Ce que vous voyez dans le vert, vous le verriez 10 fois mieux dans l'infrarouge et vous verriez 10 fois mieux le contraste. On l'acquiert évidemment en corrigeant les effets d'éclairement parce que vous regardez une couleur verte qui est bien la même, parce qu'elle ne changera pas du moment où vous serez face au soleil pour la regarder ou avec le soleil dans le dos, et bien vous ne la verrez pas de la même couleur, alors qu'elle l'est. Donc il faut être capable de corriger les effets de direction de la lumière et les effets d'ennuagement, de changement de luminosité. Ça, c'est toute la technicité un petit peu savante qu'il y a derrière, qui ont été en partie développées avec l'INRA pour des choses très intéressantes. Je vous résume ça très vite, mais en gros, quand le drone il sait naviguer automatiquement du décollage à l'atterrissage, il va avoir un GPS et une centrale inertielle qui lui permet de savoir exactement dans quelle position il se trouve dans l'espace et sachant à chaque dixième de seconde quelle est l'heure de chacune des photos. Il y a bien une chose qui ne bouge jamais, c'est l'emplacement du soleil par rapport à cette heure-là. Donc on modélise l'emplacement du soleil pour savoir quel est l'éclairement qu'on regarde et d'où il vient impacter la feuille. Donc en gros, on modélise en 3D un peu toute la scène, et puis ça permet de savoir et quelle est la couleur de la feuille et quelle est
son inclinaison par rapport au Soleil. Donc tout ça, on le modélise dans des algorithmes un petit peu complexes. C'est là que certains de vos prédécesseurs de l'ESA s'éclatent littéralement chez nous à venir accumuler des masses et des masses de points et de faire de la traduction de vérité terrain en données traitées par nos algorithmes. Et donc, prennent les sécateurs pendant des semaines au mois d'avril et vont faire des rapprochements de données de blé dans toutes les modalités qu'on va pouvoir trouver avec ce qu'on va pouvoir observer. Donc on enrichit de la base de données. C'est-à-dire qu'il y a de la modélisation physique ici. C'est-à-dire là, effectivement, on ne cherche pas à tergiverser, on prend des choses qui sont très stables partout dans le monde. Et là, il y a de la modélisation empirique, c'est-à-dire qu'on va rapprocher ça de tas de vérités terrain pour accumuler de la donnée et en tirer des comportements stables. Je vous montre rapidement ce que ça donne pour se dire que de manière très intuitive, sans rentrer dans de la grosse technique, on sait que ça marche. Vous prenez un historique de parcelles où il y a de la culture de céréales et là une ancienne prairie. Vous voyez immédiatement quand vous arrivez à la regarder à 2 nœuds, alors qu'il n'y a eu aucune modulation de fait, qu'on a une richesse en azote beaucoup plus fort, un reliquat beaucoup plus fort au niveau de l'ancienne prairie que de l'ancienne parcelle en céréales. Ensuite, on vient faire quelque chose pour être sûr que ce qu'on voit bien, c'est l'effet de l'azote. On vient moduler un apport d'azote beaucoup plus fort du côté où c'était faible, beaucoup plus faible du côté où c'était fort. Et on arrive, et puis on fait une bande là où on sous-fertilise un peu tout, de 30%. Donc on voit bien que tout se traduit, 3 semaines après, dans l'état de la plante, de ce que nous on mesure, et qui est l'azote absorbé. Au moins il y a certaines vérités dans le monde agricole qui sont admises de tous, et donc parfois plutôt qu'un long rapport scientifique, il vaut mieux quelques bons cas concrets. Et voilà ce qu'on est en mesure de présenter aujourd'hui. On fait également ce qui s'appelle des study cases très très pratiques. Alors ensuite, il faut amener ça jusqu'à l'agriculteur. On ne va pas avoir forcément l'ambition de le faire directement. On va le faire par le biais de coop, négoces ou chambres. Nous, on va se trouver un petit peu en amont et on va coordonner tout le monde avec des opérateurs qui vont faire les vols. Donc l'agriculteur commande à sa coop, qui nous remonte un peu son portefeuille d'hectares. Nous, on va faire un métier de tour de contrôle, l'expertise aéronautique et l'expertise de terrain pour faire que tout soit extrêmement opérationnel pour nos opérateurs, qui sont des agriculteurs ou des entrepreneurs. Donc ils ont besoin d'avoir des choses extrêmement clés en main. Ils vont faire les vols, nous remonter les données, on va les traiter pour produire les cartes des indicateurs, qu'on va produire en carte d'analyse, voire en carte machine si besoin, selon l'équipement de l'agriculteur. Et le partenaire distributeur va restituer ça à l'agriculteur. On a donc un réseau aujourd'hui qui s'est largement étoffé d'une 50aine d'agridronistes qui sont des entrepreneurs, des agriculteurs qu'on forme à être complètement un spécialiste du vol sur le terrain et puis un spécialiste de la relation commerciale, parce qu'il n'y a pas mieux que des gens du monde agricole pour parler aux agriculteurs et aux techniciens. Et puis ça fait que finalement, ce qui est très drôle, c'est qu'on est une des sociétés qui vole le plus de France. C'est la société qui vole le plus de France en termes de drones. Ce qu'on avait dit du fin fond de notre grange au début, vous allez voir, ça va voler beaucoup en agriculture. La DGAC n'avait pas beaucoup écouté. Là maintenant, c'est eux qui viennent vers nous en nous demandant mais comment c'est possible de faire autant de vols. Donc c'est assez amusant. Alors c'est en particulier possible grâce à toutes les applications de management d'exploitation et de parcellaire qu'on va confier sur des smartphones à nos opérateurs pour que vraiment ils débitent, pardonnez-moi l'expression. Alors je vous montre ce que donnent des cartes à la sortie. On remet des cartes avec 2 niveaux d'interprétation, un niveau absolu, donc qui n'est pas très contrasté mais qui est comparable entre les parcelles et d'année en année, et puis un niveau avec des échelles ajustées qui donnent plus de contraste, donc plus de facilité à se repérer dans l'espace géographique de sa parcelle. Là on a de l'azote absorbé, là on a de la matière sèche, et puis on va combiner les deux pour produire 2 niveaux de conseil. Un niveau de conseil assez simple pour ceux qui n'auraient pas des matériels de très haute précision, qui déjà les amène à pouvoir moduler de l'ordre de 30 à 40% leur dose prévisionnelle à l'échelle spatiale de la parcelle. Et puis, pour ceux qui ont du matériel de précision, de pouvoir le faire avec les machines de modulation automatique. Je vous raconte rapidement, pour ceux d'entre vous qui aiment les règles de décision, la simplification qu'on fait pour l'agriculteur de nos algorithmes un peu complexes, dont moi-même je ne maîtrise pas toutes les subtilités. Moi, à un moment, je trouve que ça parle bien à un agriculteur et qu'il a besoin de savoir quand même, dans des termes assez simples, ce qu'on fait. On va mesurer son taux de matière sèche, donc un petit peu la quantité d'éponge en capacité d'absorber de l'azote, et sa richesse en azote initiale, pour savoir si on en a peu, qui est très riche en azote,
on ne va pas être en capacité de lui en ajouter beaucoup parce qu'elle ne va pas l'absorber. Au contraire, si on en a énormément, on a une grosse matière sèche qui n'est pas très riche en azote, là on va pouvoir la charger un petit peu parce qu'elle est vraiment en demande et en capacité de l'absorber. Donc c'est finalement une manière de vulgariser un petit peu la technologie. Donc voilà, on est aujourd'hui un vieil acteur avec 5 ans d'expérience, c'est toujours assez amusant. Et donc on réalise, en drone aujourd'hui, dans ce qui est déclaré évidemment, on réalise un vol sur 2. Il y a 1200 sociétés de drones, il y a un Air-Innov spécialiste en agriculture. Et aujourd'hui, on peut se dire que l'agriculture est vraiment le moteur de cette activité aéronautique dans l'espace aérien. Voilà le genre d'outils qu'on propose et de personnes qui s'équipent d'une station sol et puis qui se rendent autonomes pour aller sur le terrain, de ferme en ferme. C'est un peu l'échelle que vous devez avoir en tête pour aller faire les vols. Et puis ça, c'était l'équipe il y a moins d'1 an, donc aujourd'hui elle est quasiment doublée. Ça va assez vite parce que ça s'internationalise de plus en plus rapidement, vu que finalement les contraintes françaises qui nous ont amenés à penser à la réponse à ce besoin commencent à émerger dans les pays du nord de l'Europe et un petit peu partout. Merci beaucoup, je suis navré, j'ai débordé un petit peu. Merci. C'est gentil. Excusez-moi, j'emmène l'engin. Je l'emmène. Il a fait du chemin. Ça marche aussi. Hop. Alors bonjour à tous. Donc je vais me présenter, Mathias Carrière de la société Naïo Technologies. Donc on est, comme les autres sociétés, une start-up qui est basée à Toulouse. Et ce qu'on a voulu faire, c'est concevoir et intégrer des solutions robotiques pour l'agriculture. Et donc pour ça, on est parti d'un constat qui est assez simple. C'est qu'il y a de nombreuses tâches répétitives et pénibles. Si on revient un petit peu en arrière, les premiers robots qu'on a eu en agriculture, c'était des robots pour automatiser les salles de traite. La traite, c'est 2 fois par jour, tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment une tâche répétitive. Et donc on a commencé à voir de la robotique qui s'est intégrée dans des fermes, mais c'est dans des environnements confinés, par exemple les robots qui vont pousser le fourrage dans des stabus. Donc nous, l'enjeu, c'était d'essayer de trouver des solutions dans des environnements ouverts, c'est-à-dire au champ. Donc je vous disais, automatiser des tâches répétitives, augmenter la qualité et la précision du travail, c'est aujourd'hui se dire qu'un robot peut faire aussi bien qu'un humain. Diminuer les intrants, évidemment, trouver des solutions pour diminuer notre impact sur notre environnement, mais garder une productivité, parce que derrière, il faut que les exploitations vivent. Donc ça, c'est un point important pour nous. Il y a l'aspect aussi tâches dangereuses pour la santé. Évidemment, si on peut réduire la pénibilité, on aura des exploitations plus viables, moins d'arrêts d'exploitation. Répondre à une pénurie de main-d'œuvre, c'est une réalité dans certains domaines du monde agricole. Et bien sûr, faire gagner du temps et de l'argent. Je rejoins ce que disaient mes collègues de Winat. Derrière, donner du temps à l'agriculteur pour d'autres tâches, c'est important, qu'elles soient productives sur les cultures ou tout simplement personnelles pour, entre guillemets, mieux vivre. Donc partant de ce constat-là, on a essayé de développer des solutions et on a commencé dans un cadre qui est un peu particulier, c'est le maraîchage. Donc on est dans les productions végétales dans cet AgriPitch. Nous, on a démarré sur des productions végétales de petite surface et notamment des productions végétales qui sont dédiées au bio où la contrainte du désherbage, c'est un temps énorme et c'est pas le plus sympa à faire. Donc partant de ce constat-là, on a essayé de développer un engin qui puisse assister les agriculteurs. Donc pour ça, on a essayé de trouver des solutions avec un système à la fois de guidage et de navigation. C'est-à-dire qu'on voulait que notre engin se guide tout seul dans les champs et que l'agriculteur le positionne et va faire une autre tâche, pour le coup plus valorisante que le désherbage. Donc après, il fallait trouver un porteur pour ces capteurs et ce système de guidage. Donc nous, travaillant donc beaucoup avec une notion environnementale, diminuer nos impacts sur l'environnement, on a essayé de trouver des solutions électriques. Alors il y a des aspects d'automatisation qui sont plus simples que sur du thermique, de l'entretien, mais aussi un aspect écologique qui rentre en jeu. Et après, il a fallu créer des outils
Alors, des machinistes agricoles, il y en a plein, mais des outils adaptés à des robots qui vont à 2 km/h, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on pose des questions, les outils ils existent depuis 60 ans, c'est à peu près les mêmes. Il y a quelques innovations, mais il fallait repenser la façon de travailler le sol, de désherber, avec nos contraintes d'automatisation. Donc voilà ce qu'on développe chez Naïo Technologies. Et vous avez un exemple donc, que je voulais amener. Il a tourné donc, dans pas mal d'exploitations, celui-ci. Donc on a développé ce petit robot de désherbage électrique donc, qui travaille essentiellement en maraîchage, pépi, ortie, donc sur de la petite surface, avec un système de guidage donc, qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de guidage GPS. Il fallait trouver une solution différente du RTK qui fonctionne très bien en grande culture, parce que nous, on doit bosser sous serre, on doit bosser là où il y a des arbres. Il y a des gens qui font de l'agroforesterie avec des légumes au milieu, les frondaisons, la végétation, ça me parasite le guidage GPS. Et aussi, on ne pouvait pas concevoir une perte de signal. Si je passe entre des rangs de poireaux et que je perds mon signal alors que j'ai une précision à plus ou moins 3 cm, j'ai une soupe de poireaux à la fin du rang, l'agriculteur ne va pas être très content. Donc ce qu'on a utilisé, c'est un guidage laser. Donc à l'avant, on va avoir un système de guidage laser. Alors pour ceux qui veulent, vous pourrez venir le voir. Donc le principe est tout simple, c'est comme un aveugle avec sa canne dans un couloir, et il va repérer des hauteurs de culture et tracer des lignes avec les cultures et se guider le long de ces lignes. Et donc on intègre aussi une deuxième technologie qui est la vision. Donc on essaye de rendre la vue à cet aveugle pour le coup, élargir le champ d'action, c'est-à-dire travailler sur des choses qui sont au ras du sol, suivre des bâches, par exemple. Il y a des producteurs de salade qui doivent désherber entre les bâches de salade. Il faut pouvoir se guider le long des bâches, suivre des tuyaux d'arrosage, suivre aussi une ligne de culture qui vient juste de lever, où le laser ne va rien voir parce qu'il est un petit peu trop haut. Donc voilà, on essaye en fait de coupler des informations pour que notre engin se guide. Une fois qu'il se guide, après son but c'est de travailler derrière et de désherber. Et là on est sur vraiment des outils passifs, sur le désherbage mécanique. On va lentement, mais on passe souvent en fait sur les cultures. Il faut vraiment reconcevoir sa façon de désherber des cultures. Aujourd'hui, le cahier des charges, il y a un minimum de cahier des charges. Un producteur doit un petit peu adapter ses façons de faire pour automatiser son système. C'est comme quand vous mettez un robot de tonte, il faut délimiter un périmètre pour que l'engin fonctionne de façon autonome. Eh bien c'est pareil pour nous, il faut adapter les écartements par rapport au gabarit, trouver le bon outillage pour avoir un résultat en termes de désherbage qui soit efficace. Alors le désherbage, c'est une des choses les plus pénibles. Quand on a des stagiaires, on les emmène désherber à la main. Quelques heures, ils comprennent pourquoi ils tapent des lignes de code, les développeurs. On n'a pas que des agronomes, donc il faut prendre du terrain. On a essayé après de donner d'autres tâches en fait à l'engin, si on veut qu'il soit rentable et utilisé au maximum par les producteurs. Donc il y a une notion d'assistance à la récolte. C'est toujours pareil, se guider dans des rangées et suivre un opérateur qui récolte et transporter la charge. Donc là, je ne suis plus embêté avec ma brouette ou mon panier. Transport de charge, donc il y a aussi, on peut mettre une boule d'attelage et tracter un opérateur ou tracter à peu près 300 kg. Un des intérêts, c'est de tracter quelqu'un pour faire des tâches au ras du sol. Donc j'étais hier, on en a un qui est à la Chambre d'agriculture du Morbihan, dans une station expérimentale. Ils sont justement en train de tester avec la MSA tous ces gains de temps et de pénibilité sur attacher par exemple les tomates, désherber au pied, enlever les gourmands, récolter. Voilà, sur toutes ces étapes qui ne sont pas du désherbage, mais qui peuvent être pénibles. Et après, parce qu'on est quand même dans un salon sur les choses connectées, alors nous on est peut-être les moins connectés par rapport à mes deux collègues, mais on a quand même une communication homme-machine, et surtout machine-homme. C'est-à-dire que le robot, je vais lui paramétrer un certain nombre de rangs. Quand il aura fini, il va envoyer un SMS au producteur, travail terminé. S'il y a un obstacle, il va dire j'ai un obstacle devant, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un trou de culture, mets des jalons, il va presque engueuler le producteur, tu m'as pas mis au cahier des charges, fais ce qu'il faut pour que je marche. Donc voilà, il y a une communication avec le producteur. Et on a une première étape de communication de l'homme vers la machine où on va envoyer par exemple numéro pour changer le numéro de téléphone. Et on est en train de travailler pour que demain, si mon robot tourne et qu'il y a un orage qui arrive, j'envoie un SMS stop, il s'arrête et je le récupère. À la limite, je préfère le laisser sous la pluie et le récupérer quand l'orage est passé. Donc voilà, ça c'est un robot qui est commercialisé aujourd'hui depuis, on va dire, une grosse année. On en a 25 qui tournent en France et Dom-Tom, on en a 2 à La Réunion. Et donc voilà, c'est en train de se développer et on touche, on le teste en pépinière, en horticulture, on commence à toucher finalement des systèmes de culture différents. Alors,
Au niveau des projets en cours, donc vous avez peut-être entendu parler d'Anatis. On développe aujourd'hui en partenariat avec Carré, donc qui fait du matériel de binage, un robot plus gros parce que celui-ci il fait un petit peu gadget quand on fait des milliers d'hectares ou des centaines d'hectares. Donc là c'est un enjambeur surtout dédié aux planches de salade. Et là on a deux systèmes de guidage. On a un système de guidage de l'engin donc avec le même système de caméra et aussi un système de guidage de l'outil pour asservir l'outil en fait aux lignes de culture donc, que l'on peut voir derrière. Et l'autre chose, alors là pour le coup c'est vraiment en lien avec la journée, c'est qu'on va aussi collecter des données, à avoir un porteur. C'est pas un drone qui passe au-dessus, nous ça va être un drone terrestre qui va passer sur des cultures. Bien, comme on passe sur les cultures à une vitesse lente, on va pouvoir prendre des données, donc ça va être un nombre de salades, la taille, estimer les rendements, et demain intégrer des capteurs dessus, sachant qu'on passe régulièrement dans les cultures. Et ensuite, on a un projet donc, qui est en cours. Le proto est en train d'être monté. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à ça, hein, c'est juste des morceaux. Mais voilà, on développe pour la vigne avec l'IFV, l'Institut français du vin, un robot autonome enjambeur donc, qui va commencer sur du désherbage mécanique. Et ensuite, l'idée, c'est de faire vraiment du multitâche sur tous ces petits passages, épamprage, rognage, effeuillage, peut-être demain pré-taille, voire même, comme vous pouvez voir, il caractérise un rang, faire de la pulvée bas volume avec récupérateur. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir du multifonction. Donc, on va avoir un engin qui va commencer à se guider cet hiver dans les vignobles du sud-ouest. Dernière chose sur les technologies qu'on utilise. Donc, le petit robot, aujourd'hui, est essentiellement guidé avec un système laser, ce qu'on appelle un lidar, qui vient balayer devant, ce que je vous expliquais. Donc, ça permet d'identifier des lignes et suivre des lignes de culture. Et aussi identifier des entrées, c'est-à-dire les portes, quand il fait son demi-tour de façon autonome pour aller chercher la ligne suivante. Faire un demi-tour quand on voit rien, c'est extrêmement compliqué et c'est là où on utilise ces différentes technologies. Et je rajouterai, il y a un GPS à l'intérieur, une centrale inertielle, un gyroscope pour savoir où est-ce qu'il est dans l'espace. Éviter les obstacles, bien sûr, et suivre les personnes. Donc en fait, le laser reste utile dans pas mal de situations. Le guidage vision que vous avez là-bas, donc vous pouvez voir sur la photo, c'est exactement ce que voit Anatis. Donc il va avoir deux choses, il va tracer une perspective pour se guider et tracer les lignes avec les plans de salade pour guider son outil. Donc c'est détection bien sûr des lignes de culture. Des repères, par exemple on travaille sur une chose, faire un demi-tour des fois c'est compliqué si on n'est pas au cahier des charges, si la tournière n'est pas propre. Dans ce cas je mets un piquet rouge, si piquet rouge égale demi-tour et le robot fait demi-tour. Alors, on essaye de trouver des solutions différentes pour diminuer le cahier des charges que doit mettre en place l'agriculteur. Suivi de bâches, de tuyaux, guider les outils bien sûr. Et une autre particularité de la vision, c'est qu'on peut être quasiment aussi précis qu'un GPS RTK, donc c'est ce qu'on appelle l'odométrie visuelle. Ça nous permet de nous déplacer dans l'espace et de retomber sur des points à quasiment 10 cm près. Voilà. Puis l'idée derrière, c'est d'avoir vraiment une navigation autonome. Et la dernière chose, vraiment en lien avec la journée, les données vision, donc identification, positionnement des pieds de culture. Donc c'est des algos qu'on a développés aussi en partenariat avec l'INRA pour qui on a travaillé sur du phénotypage, c'est-à-dire la taille des pieds, la hauteur, le nombre de feuilles, le comptage des salades, estimation des rendements et donc essayer d'avoir une cartographie presque de la parcelle où le robot va passer. Voilà, j'ai fait le tour pour ma part, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Merci à nos trois intervenants. Donc maintenant c'est la phase de débat, j'espère que vous en avez, puisque on a quand même sur trois présentations extrêmement intéressantes et très diversifiées. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Je vais inviter peut-être les trois intervenants à venir. Je vous laisse la parole. Pour le premier intervenant, donc pour la société WINAT, une petite information. Les mesures que vous faites, donc l'application pour les champs de pommes de terre, c'est transposable au maïs, au blé, à toute culture, ou est-ce que chaque capteur est dédié à son environnement? Alors aujourd'hui, on travaille sur plusieurs types de cultures et on est en train de se renforcer sur justement plus de cultures. Donc en fait, les capteurs physiques en eux-mêmes sont adaptables entre guillemets à n'importe quel type de culture, à des exceptions près forcément. Après c'est plus la partie applicative sur laquelle on doit s'adapter justement à la culture pour rendre ça intelligible pour l'agriculteur. Donc le capteur est unanime et conforme pour l'ensemble des cultures, c'est le traitement derrière, voilà. l'acquisition, la numérisation. Le capteur, voilà.
pas tout à fait l'ensemble des cultures, le capteur physique, mais on va dire grosso modo l'ensemble des cultures. Et après, je dirais, la grosse part du travail est plus sur la partie applicative. Ouais, interprétation, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur le capteur? Parce que là, vous nous avez dit que ça intervient sur l'eau. Oui, on mesure le potentiel hydrique, la température du sol à différentes profondeurs, la température de l'air, l'hygrométrie de l'air. Aujourd'hui, on fait aussi la pluviométrie. Alors, vous dites on mesure le potentiel hydrique et la température à différentes profondeurs. Tout à fait. La technologie permet de choisir sa profondeur. Donc on peut choisir la profondeur au choix à laquelle on peut faire la mesure. Donc on peut dire, ok, j'ai besoin du potentiel hydrique à 60 cm ou à 30 cm ou d'une température à 5 cm ou à 10 cm. Ça dépend pas du positionnement en profondeur du capteur? Si, justement, ça dépend de l'installation, mais du coup, en l'installant à différentes profondeurs, on choisit la profondeur à laquelle on veut la mesurer. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre plusieurs capteurs dans une parcelle? Tout à fait. Alors, en fonction des utilisations, des problématiques de l'agriculteur, on va être amené à mettre soit un capteur, soit plusieurs capteurs sur une parcelle. Donc après, c'est en fonction vraiment des enjeux et des besoins de l'agriculteur qu'on va déterminer le nombre de capteurs précis à déployer. Tout à fait. Vous pouvez piloter un peu l'hétérogénéité de la parcelle et la façon d'irriguer sur la parcelle? Exactement, et ça répond à la fois à des problématiques d'hétérogénéité et puis à la fois au moment où il faut intervenir vraiment sur l'optimisation des interventions. Vous avez dit que c'est sans entretien, ça dure des années, il y a des piles. Il y a une batterie qui est intégrée dedans. On est sur de la très très basse consommation énergétique. Donc on peut tenir avec cette batterie pendant plusieurs années. On estime à peu près à 3 ans, 3-4 ans d'autonomie. Oui. Moi je vais y aller directement, ça doit être le plus cher. Donc environ 20 000 euros le robot aujourd'hui, donc équipé, chargeur, clé en main. Je vais surenchérir parce que je suis plus cher. Ah merde. Nous aujourd'hui le drone en lui-même est un matériel à 17 000 euros. Le capteur est un matériel, quand on les vend individuellement, parce qu'il y a des packages différenciés, le capteur monte à 9 000 euros. Quand on les package ensemble, évidemment on fait une promotion, comme ça, et puis si vous en achetez deux, c'est encore un peu mieux. Globalement, un opérateur qui s'équipe de tout le matériel dont il a besoin avec la station sol, tous les softwares, plus la formation, parce qu'il faut les aider à apprendre à voler et se certifier, c'est 24 000 euros. Le tout. Un robot, c'est pas cher. Non. Non. C'est ce qu'on pourra dire. Et nous, nos capteurs, en fonction des types de mesures, donc on peut adapter les types de mesures, ça coûte aux alentours de 500 euros à 900 euros à peu près par capteur. Sachant que sur un capteur, on peut avoir plusieurs mesures. Je précise juste une petite chose par rapport à notre modèle économique à nous. Quand vous dépensez 24 000 euros pour devenir un opérateur, c'est pas généralement pour faire une ferme moyenne de 150 hectares, c'est pour développer un projet d'entreprise annexe et de complément de revenus en travaillant avec nous sous forme de prestations. Donc on alimente nos opérateurs en hectares à couvrir. Pour l'agriculteur, Aujourd'hui, c'est pas un outil agriculteur. C'est vrai, quand on vient lui faire la prestation de service, il la paye 10 à 15 euros de l'hectare en fonction du fait qu'on lui fait 1 ou 2 vols. Ouais. Pardon, cette partie-là, effectivement, est plus accessible à n'importe quel profil d'agriculteur. 10 à 15 euros de l'hectare. C'est ça. Pour obtenir une carte à 15 euros, c'est que vous obtenez un diagnostic avec un conseil de... C'est toute la prestation, effectivement, de la prise de commande, ce que je vous ai montré dans le workflow depuis l'agriculteur jusqu'au retour de sa donnée opérationnelle et utilisable. Madame ? Toujours à l'exploitant. On considère en fonction des conditions générales de chacun et du modèle de distribution qu'on a. Nous, forcément, c'est quand même le distributeur qui a un peu la responsabilité de savoir ce qu'il fait des données qu'il nous confie et de la manière dont elles sont gérées au niveau de leur propriété. Mais nous, on mentionne le fait qu'on a un accès à la donnée. On peut s'en servir pour produire la prestation dans le cadre de laquelle elles nous ont été confiées, mais elle reste propriété intégrale de l'agriculteur.
Et c'est très compliqué ce sujet-là, de toute façon, parce que ça donne lieu à beaucoup de fantasmes et il y a beaucoup c'est très immatériel, donc c'est sincèrement très complexe. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a avec la question de la propriété de la donnée, c'est peut-être d'abord de connaître la qualité de la donnée. Parce qu'une donnée fausse, je pense qu'on se fiche de savoir à qui elle est et vers qui elle va. Une donnée pertinente, c'est autre chose. Et c'est quand même ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Pour notre part, il y a deux méthodes. C'est soit les rapports très précis sous forme de protocole de confrontation qui sont faits sur plusieurs mois avec différents acteurs, je dirais plus ou moins objectifs, parce que le monde agricole a quand même ça de compliqué, qu'il y a parfois beaucoup de consanguinité entre certains acteurs du monde académique ou du monde de la distribution. Donc on donne le crédit qu'on veut à ce genre de rapport. Il y a les publications scientifiques, dont on évite de niaiser aussi quand on est à l'usage impliqué dedans. Et puis, il y a les cas d'agriculteurs qui témoignent de la manière dont eux, ils les ont utilisés, dont eux, ils ont estimé, pour produire des rapports un peu étayés sur la manière dont les confrontations de données ont donné des résultats plus ou moins probants. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on est quand même sur de la science du vivant. Faire de la statistique de validité et de précision, c'est toujours délicat parce qu'on est très sujet à d'autres facteurs que ceux sur lesquels on travaille. Et donc nous, on vient intervenir sur 3 facteurs de production quand il y en a 1000. Si les 997 autres vont mal, on pourrait penser que ça vient des 3 qu'on a travaillé, alors que ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, le niveau de précision, il y en a plusieurs. Il y a le niveau de précision de la donnée acquise, son niveau de résolution, son niveau de finesse. Et puis ensuite, il y a le niveau de précision du conseil qui est produit derrière et de sa pertinence par rapport à la réalité physique. Donc il y aurait 2 niveaux de réponse en fonction de ces deux sujets. Je vais rebondir rapidement sur les 2 questions. Nous, de notre côté, c'est peut-être un petit peu plus simple. On collecte très peu de données par rapport à mes camarades. Par contre, on collecte d'autres données, donc les données de guidage de l'engin, c'est-à-dire toutes les infos qui sont traitées par la caméra et le laser. Nous, on en a besoin derrière pour affiner nos algos. Donc là, en fait, ces données-là nous appartiennent. Derrière, l'agriculteur n'en a aucune utilité. On revient sur la pertinence de l'usage derrière, donc c'est plutôt pour nous. Après, la partie plutôt, pas diagnostic parcellaire, mais comptage de salade, rendement, là, évidemment, ça appartient à l'agriculteur. C'est presque de l'instantané. Nous, ce n'est pas des choses qui vont nous intéresser en interne, parce que notre métier, ça reste avant tout de guider des engins. Moi, pour répondre donc aux 2 questions aussi sur la propriété des données, nous, c'est tout simplement au choix. En fait, si l'agriculteur souhaite rester totalement propriétaire de ces données, ok. S'il souhaite aussi les partager éventuellement, ce qui arrive souvent aussi, c'est aussi ok. Donc c'est vraiment au choix, on n'est pas contraint sur quelque chose en particulier. Et sur la précision ensuite des données, je vais rejoindre un petit peu Erinov. Il y a à la fois la précision du capteur et de la mesure en tant que telle sur le terrain, et puis ensuite la précision de l'interprétation qu'on va faire de cette donnée. Donc sur la mesure sur le terrain, on est sur une précision de l'ordre, une imprécision de l'ordre de 2-3%, de 0 et quelques à 2-3% en fonction du type de capteur. Donc c'est aussi difficile à dire. Il faudrait que j'aborde précisément chaque type de capteur pour que je puisse vous dire vraiment le taux de précision qu'on a sur chaque type de capteur, qui est différent en fait. Mais globalement, on est quand même très précis sur la mesure, puisqu'on est sur une mesure vraiment dans l'environnement, dans le sol ou dans l'air. Donc on arrive quand même à être très précis sur la mesure. Encore une ou 2 questions avant le début de la table ronde. Ça peut dépendre de l'environnement dans lequel on est au niveau de leur équipement, et en particulier au niveau de leur équipement en outils de gestion parcellaire. Un agriculteur qui a déjà un bel historique de gestion parcellaire bien documenté va être une richesse d'informations pour pouvoir confronter notre donnée instantanée à un historique et à une pratique, et pour connaître un petit peu les reliquats, le type de manière de travailler sa parcelle qu'il a pu avoir au préalable. Donc c'est vrai que quand on est en lien avec des outils
Je vais citer plein de concurrents en vrac pour pas froisser qui que ce soit, mais que ce soit SMAG ou Isagri ou Mes Parcelles, qui correspondent bien à nos divers canaux de distribution, nous on est un peu plugué directement avec ces outils pour que notre donnée vienne prendre un petit peu plus de relief au regard de ces historiques-là. Donc c'est comme ça qu'on communique le mieux. Évidemment, on est sur des technologies qui créent des volumes d'affaires et des marges finalement assez faibles, donc on aura du mal à prendre l'info au téléphone de chaque agriculteur et à venir faire un travail de bureau d'études qui serait intéressant, mais qu'on laisse finalement plutôt à nos partenaires pour que ça valorise leur position d'experts du terrain. Dernière question. Et après, de toute façon, n'hésitez pas d'aller voir aussi les intervenants qui sont présents toute la journée. Donc, des questions, vous pourrez aussi les poser à d'autres occasions. Oui, allez-y, madame. Moi, il y a par exemple une lacune, ça va être le type de production. Aujourd'hui, on ne couvre pas toutes les productions. La première lacune, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est l'autonomie. Aujourd'hui, on est sur l'électrique, embarquer de l'autonomie, il y a des solutions. Alors, on est parti sur des solutions simples avec des systèmes de batterie au plomb, de camping-car, des choses que vous trouverez au garage du coin. L'intérêt, c'est que ça donne du poids et de l'adhérence, donc c'est très bien pour un engin qui se guide sur un sol. La problématique, c'est l'autonomie. On va bosser à peu près 3-4 heures. 3-4 heures, je fais 3-4 000 m². En maraîchage, ça va, mais si derrière je dois mettre ça sur des hectares et des hectares de maïs, c'est compliqué. Le débit de chantier va être vraiment trop faible. Alors il y a des solutions aujourd'hui avec le lithium. On a testé il y a 15 jours des batteries lithium fer phosphate. On passe de 3h à 13h30 de travail. Donc ça devient un peu plus intéressant, mais du fait du gabarit, on sera toujours sur des surfaces petites à moyennes, c'est-à-dire pas en tout cas sur la grande culture. Il va falloir vraiment développer après... Je pense là où je vous ai parlé d'arbo et de salade, de vigne et de salade. Si on parle arbo et par exemple grande culture, il va falloir reconcevoir des outils, les adapter aux façons de faire des producteurs, mais aussi il va falloir que les producteurs adaptent un petit peu leur façon de faire pour avoir un système autonome dans les champs. De notre côté des lacunes, on peut vous en donner une liste longue comme le bras, parce que c'est vrai qu'on connaît très bien nos outils, on les a testés dans toutes les conditions et sur des tas d'objectifs pour se focaliser sur ceux qui justement étaient sujets au moins de lacunes possible pour être le plus efficace. Mais évidemment, par rapport aux objectifs qu'on pourrait se donner, qui serait de se dire est-ce que ça peut tout faire partout et sur toutes les cultures et être encore plus rapide. Le monde agricole est très intéressant dans le fait qu'il challenge toujours même ce qui va bien, entre guillemets, pour l'amener encore un peu plus loin. Donc on a rarement un secteur qui à l'usage nous dit c'est super, arrêtez-vous là. Donc en général, ils veulent toujours plus et ils trouvent toujours que finalement on doit progresser. Et nous on est très à l'écoute de ça, c'est une grosse partie de l'identité des sociétés des nouvelles technologies en agriculture. Si elles sont liées au monde agricole, elles ne sont pas trop surprises de ça. En tout cas, elles ne sont pas trop déstabilisées. J'en connais d'autres qui ne viennent pas du monde agricole, que ça bouge un peu plus. Par contre. Moi, je rejoins vraiment ce qui vient d'être partagé. On aimerait bien couvrir plus de cultures plus vite, couvrir toutes les cultures. Voilà. Mais on s'efforce de le faire. Mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de cultures et puis il y a beaucoup de problématiques différentes. Et encore plus quand on raisonne à l'international, puisque les climats ne sont pas les mêmes, les environnements ne sont pas les mêmes, etc. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui sont peut-être venus en cours, donc sachez qu'il y a un deuxième AgroPitch qui sera organisé à midi 15, donc n'hésitez pas à revenir. Et donc merci à vous d'avoir participé à cette AgroPitch et merci à vous.